Allô tout le monde, juste petite note pour l'épisode de Zach Zoya. Il y a un petit bug avec le son pour les 7 premières minutes, mais le son va être meilleur après les 7 premières minutes, alors just stay in the loop. Voici l'épisode. Big Zoya, c'est un honneur de t'avoir invité pour le 50e épisode du podcast, considérant que c'était l'épisode 001. Puis pour le reste, il n'y avait pas autant de choses qui se sont passées dans ta vie depuis. Si tu n'habitais pas dans un autre pays, mettons, je t'aurais pas réinvité aussitôt, même si là, je t'aime. Mais j'ai pensé que c'était une bonne idée vu que ça avait tellement changé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Puis pourquoi pas faire l'épisode 50. Puis en gros, l'idée est venue quand je suis allé te voir en show la semaine dernière pour le lancement de ton EP It's Always Sunny in Glendale. Puis pendant que tu performais, je pensais à comme tellement de questions que j'avais pour toi. Puis je me dis, ça serait un bon contexte ici pour en parler. Contrairement au premier épisode, qu'on est allé plus comme dans... On a plus débattu, plus parlé de science, spiritualité, nos pères, des concepts philosophiques. Là, je veux plus comme dig deep dans la vulnérabilité. Puis je sais que tu es partant d'aller là-dedans. Merci à Bonjour Québec de commencer encore une fois la saison au complet et l'épisode. Et aujourd'hui, on voulait déguster du vin. Donc, Unopol, qui est une agence de vin d'artisans nature, nous propose un vin qui s'appelle le Malo Actix. C'est frais, facile à boire et assez sérieux pour passer à table. C'est exactement ce qu'on voulait vous proposer. On se retable. Cheers, Joa. Cheers. Merci de m'avoir, bro. Désolé. Merci d'être venu au show. Merci d'avoir pris ton temps. Ouais. Fait donc, là, c'est weird parce qu'on n'a pas encore catch-up en revue. C'est ça. Là, on va catch. On va catch-up. On va catch-up. Ouais, c'est ça. On va catch-up. Quelque chose que je t'ai déjà dit. J'aime tellement ça, un vin à cette heure-ci. Ouais. Je trouve que, tu sais, juste tranquillement. 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 On regarde. Comme l'apéro, tu sais, ça fait partie, je trouve, beaucoup partie de la culture française. Ouais. Puis je suis content qu'au Québec, on a cet héritage-là français de France, qu'on profite de l'apéro, tu sais. Puis c'est un thing. Est-ce que l'apéro, c'est littéralement notre 5 à 7? Je pense que oui. Parce que c'est littéral. Genre, on appelle. J'imagine que ça varie les heures selon, mettons, tu sais, mettons dans le sud de la France, il y a comme la sieste d'après-midi, je pense. Ouais. Donc, un peu plus tard. Ouais. Ça, tu sais, mettons les Espagnols, c'est vraiment tard. Ouais. Mais ouais. Quelque chose que je t'ai déjà dit en pleine face, mais que je vais répéter en air, c'est que c'est vraiment la raison pour laquelle, en fait, tu as vraiment réussi à façonner mon style. Tu es vraiment la personne qui a eu le plus grand impact sur ma carrière photo, presque, ben je pense. Surtout dans les dernières années, parce que à force de t'avoir documenté ta vie, parce que j'ai documenté ta vie de 2017 à 2023, là, ça fait un an que tu n'es plus là, fait que 2024, non, mais je suis pas inquiet non plus que ça va continuer. Mais de documenter ta vie, ça m'a tellement forcé à m'améliorer, à trouver des nouvelles techniques, à trouver des nouveaux angles, à peaufiner mon style. Puis là, j'ai la chance de comme documenter des performances de tellement d'artistes incroyables, de, tu sais, Half Moon Run à l'Orchestre métropolitain de Montréal, à Alexandra Sneski, à Jean-Michel Blais, etc. Puis tout ça ne se serait pas arrivé sans toi, sans ta présence et sans toi qui me permet de documenter ta vie. Donc, merci de m'avoir mis sur ce chemin qui est hallucinant. Puis justement, je suis en train d'écouter un podcast d'un photographe français qui s'appelle Bobby, Audio Bobby sur Instagram. Puis il a dit justement, les spectacles, c'est la meilleure école parce que les conditions sont tellement difficiles de lumière, c'est suant, tu prends la grippe dans la foule. Et toi, t'es loin de la foule quand tu dors. Moi, je suis dans la foule, en train de courir, pogner les tous un après l'autre. Quelque chose que je veux commencer, c'est ton dernier EP, Always Sunny in Glendale. Attends, 2 secondes, après ça, tu viens de dire tout ça. J'aimerais commencer par dire, j'aimerais souligner que c'est un énorme honneur parce que ça me fait le plus grand des plaisirs d'avoir pu faciliter quelque chose. La raison pourquoi tu fais ce que tu fais en ce moment, c'est tout grâce à toi. C'est comme, je suis énormément choyé, puis j'adore le fait que tu me donnes mes flowers and everything, mais c'est ton éthique de travail, c'est le fait que tu étais tight de la manière que tu voulais, le fait que tu voulais que tu en donnais plus que tu avais peut-être besoin d'en donner à certains moments, certains shows, puis tu sais, d'être down, de pousser l'enveloppe un peu plus loin, puis de te développer dans ce domaine-là. C'est comme, je suis énormément content d'avoir pu permis d'avoir permis ça pour toi. Je suis extrêmement fier, extrêmement content pour toi parce que clairement maintenant t'es partout. Si j'ai une graine de comme participation à ça, ça me rend énormément content et choyé.
ça me donne l'impression que je fais partie de cet écosystème-là encore plus. Ça, je te manque. Love you, mon gars. C'est fou parce que le frère que je viens de mentionner, le frère français, c'est lui le frère de Big Flo et Ali. Ouais. Puis il dit tu sais, d'aller en tour pendant 2 ans avec eux autres, c'est tous les week-ends, toutes les grosses semaines d'été dans les festivals. Tu sais, ça te force à tout le temps à essayer de trouver une meilleure shot, tu sais, au lieu de tout le temps faire la même shot. Fait que, ouais. Fait que ton dernier EP, c'est Always in London. Puis maintenant que je veux commencer, puis je te l'ai déjà partagé. C'est un EP que j'aime moins. Puis je me permets d'être frère avec toi parce que je suis pas ta mère. Puis je peux pas tout le temps te flatter dans le sens du poil. Tu sais, des fois, je te confronte tes propres opinions. Puis je l'ai moins aimé, mais parce qu'en fait, t'es tellement versatile dans ton style. C'est que fait en sorte que tu peux explorer. Puis tu peux t'appliquer à beaucoup de choses. J'aimais plus, évidemment, avant, puis Mistape, avec l'intensité de ça, parce que je l'associe à mes amis Ben, Lucas, Cook, qui eux autres, tu sais, adoraient le dubstep, maintenant, puisqu'on allait au Badge Drive Wednesdays au Belmont. Mais malgré que j'aime pas cette nouvelle EP, pitch-moi là. Comme, pourquoi tu penses que je devrais l'aimer? C'est une très bonne question. Je pense pas que tu devrais l'aimer. Je pense que l'EP t'a très bien souligné que c'est un peu différent de ce que je fais ou que j'ai une grande versatilité, fait que ça me permet d'aller dans différents pockets. Je pense que c'est un peu, puis je vais revenir à te le pitcher, mais ça a toujours été un peu le gift and a curse de ce que moi je fais. Ma versatilité, ça a toujours été quasiment promu dans partie de mes press releases pour les gens de l'industrie et tout, je suis capable de faire une multitude de trucs, ce qui après rend peut-être un peu plus difficile ou en tout cas plus... Il y a un nouveau muscle à développer qui est comment tu développes une audience, comment tu gardes les gens engagés avec un certain truc que tu fais, comment est-ce que tu donnes au public que tu as ce que le public veut. Puis ça me force un peu, moi, dans toutes ces questions-là, à me trouver musicalement, de trouver ce que je veux faire, parce que sinon, du fait que je suis versatile, je peux plaire un peu à tout le monde et pas absolument à un certain groupe de gens que ma mère va haïr, mais ces gens-là adorent ça, ou the other way around. Que un certain groupe de gens adorent, que certains autres gens n'aiment pas. Mon intention avec ce EP-là, c'était un peu spécifiquement de sortir cette partie-là de moi. Je pense que ça me gosse un peu. Quelle partie? La partie éclectique, la partie goofy, la partie colorful, la partie un peu plus alternative de ce que je fais dans le monde de la musique. Au Québec, on me connaît surtout pour mon background rap et R&B, puis à plus grande échelle au Canada, anglais, c'est plus le pop un peu que je fais. Ce qui me donne 3 audiences vraiment qui se mêlent pas bien. Je pourrais pas non homogeneous, c'est pas homogène. C'est 3 groupes que dans ma tête se mêlent pas bien. Donc, de plusieurs manières, j'ai toujours ce casse-là dans ma tête de à qui je plais, pourquoi, puis comment est-ce que je peux rassembler le plus de gens ou au moins me définir mon son spécifique. Puis je pense que partie de ça, dans mon parcours personnel, il y avait une grosse partie de musique, j'ai l'impression que les gens ne savent pas que je fais, qu'il fallait que je sorte avant de pouvoir m'attarder à n'importe quoi d'autre. Fait que c'était ça mon idée avec ce tape-là, c'était de sortir quelque chose de différent. Je trouve aussi que dans le monde des social media d'aujourd'hui, c'était pas très propice au genre de musique que j'ai dans la banque. Ça fait longtemps que je fais de la musique, ça fait longtemps que j'ai un hard drive plein de musique. J'avais l'impression que c'était pas le moment de sortir ce genre de vibe-là. Aussi mentalement, santé mentale, comme the state of l'état, le climat politico et tout. C'est comme, je pouvais pas faire la musique que j'avais dans la banque. Il fallait que je sorte de quoi d'ensoleillé. On sortait de la pandémie. Une multitude de raisons. Il fallait que je fasse un bleh de comme... La musique, c'est pas that serious. C'est supposé être le fun. Fait que cet album-là, je l'ai fait avec mes amis pour avoir du fun, en ayant du fun. À chaque moment de ça, j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai du fun en ce moment? Est-ce que j'ai du fun? C'est-tu le fun? Les clips que j'ai shoot avec mes amis, est-ce que c'est le fun de faire ça? Quand je le performe en show, est-ce que c'est le fun de faire ça? Est-ce que l'émotion que tu retiens de ça, c'est-tu le fun, genre? C'est-tu le fun? OK,
that's the right thing to do. Fait qu'après, puis t'es pas la première personne à me dire, il y a plusieurs personnes qui trouvent que ça déteint, of course, de ce que je faisais avant, puis que c'est pas nécessairement à leur goût. Malheureusement, je peux pas écouter mon audience. Ouais. Fait que si t'aimes pas ça, je t'invite à ne pas l'aimer. Je vais pas... Mais tu vois, je l'écoute quand même, mais je l'écoute moins. Good. Ben, continue à écouter. Puis ceux que t'aimes, j'aime que t'en aimes, j'aime que t'en aimes pas. Je pense que je savais dès le départ que ça va frotter certaines personnes d'une mauvaise manière. Ça fait toujours un peu partie de mon affaire. Les chansons pop que je faisais, ils ont frotté mes hardcore rap fans d'une manière qu'ils aimaient sûrement pas. Tu sais, c'est dur de plaire à tout le monde. Ouais. Puis je pense qu'en essayant de plaire à tout le monde, tu plais à personne. Fait que c'est ma première fois d'essayer de faire un truc qui va spécifiquement pas plaire à certaines personnes, sachant qu'il y a d'autres personnes qui vont sûrement l'aimer. J'ai toujours eu un énorme respect pour les artistes qui évoluent. Tu sais, mettons Flume. Ouais. Tu sais, c'est qui Flume? Ouais. Son album éponyme, Mauve, là, j'ai tellement adoré ça. Puis chaque projet qu'il a mis depuis, c'est it's just like downhill. Ouais. C'est bien correct. Je respecte encore l'individu. Puis c'est beau de voir quelqu'un évoluer. Parce que je pense qu'il faut, parce que sinon, ça stagne. Comme un marais, quand c'est stagnant, ça développe des bactéries. Ouais. Est-ce que tu connais Le Bigard, l'illustrateur, lui qui fait des fleurs, avec un gros Sharpie? Non. C'est ça que tu as déjà vu, comme maintenant, des sculptures à Montréal devant McGill et tout. Puis il a dit la même chose. Il est comme, quand le monde allait bien, je dessinais des choses dark. Puis là, quand le monde commençait à aller mal avec la pandémie, j'ai commencé à dessiner des fleurs. Ouais. Donc, le rôle de l'art. Ouais. Qui touche un peu au rôle de l'art. Ouais. Puis tu mets un énorme gros point. Je pense que je suis tombé un peu dans la musique par hasard. Genre, on m'a donné la musique sur un plateau d'argent sans vraiment que... J'étais pas le genre d'artiste qui voulait faire de la musique à 8 ans. Là. Je suis tombé dedans comme oh, on aime ce track-là que t'as fait, give me more of that. Fait que j'ai jamais vraiment eu à penser à c'était quoi le rôle de ma musique, qu'est-ce que moi je contribue à la conversation. C'est quoi le but pour moi de faire de la musique, autre que comme, vous aimez ça, ok, je vais essayer, je vais continuer à essayer. C'est la première fois que je me trouve dans une situation d'être un adulte, d'avoir une compréhension un peu dans quel climat culturel, social, historique je me trouve. Fait que pour la première fois, il y a de l'intention derrière ce que je fais. Puis une grosse partie de l'intention, c'est un peu pour en revenir à ce que tu viens de dire, je pense que je suis un historien. Je pense que ma job, c'est la musique va être une représentation de c'était quoi le climat, à quoi les gens pensaient à ce moment-là. Wow. Puis je pense qu'on est dans un moment très, très, très obscur de plusieurs manières. Puis fallait que ça soit drôle. Surtout au Canada, le R&B puis le rap aussi, on a des tendances à ce que ça soit obscur. Tu sais, le son de Toronto, je pense, comme quelque chose de froid, de dark. Pense à The Weeknd, Drake. C'est dark, c'est émotionnel, c'est mystique, c'est triste un peu. Le hip-hop aussi, ça tend à avoir des connotations négatives ou agressives, qui sont deux trucs que je pouvais pas me permettre de mettre cette énergie-là dans le monde en ce moment. Je pouvais pas, puis j'en ai de la musique. Yo, tu le sais, parce que t'es mon ami. Moi, je venais il y avait eu la pandémie. Je suis plus avec Universal Canada. J'ai eu une rupture amoureuse. Il y avait beaucoup de trucs. Le monde est en train de brûler, bro. Genre, ça va pas. Je pouvais pas mettre de la musique triste. Parce que j'en avais quand même beaucoup dans la banque. J'avais de la musique triste. J'avais de la musique trop sérieuse. J'avais de la musique un peu braggadocio. Je pouvais pas aller dans ce personnage-là. Ça serait extrêmement lourd pour moi de devoir être cette personne-là dans mes shows sur les médias sociaux. Fait qu'il fallait un rayon de soleil pour le meilleur ou pour le pire. Je pense que c'est ça que j'ai fait. Donc vraiment un style auditif en réaction. Redis ça? Un style auditif. Le ton de la musique est en réaction. 100%. Ouais, exact. Puis justement, j'ai pensé à ça pendant le show. Tu sais, quand tu performes certaines chansons, évidemment, tu sais, les Who Dat de ce monde, les Start Over, les Upper Hand, tu sais, les gens vont fou. Parce que c'est les gros bangers, puis c'est ceux qui ont... Ouais, c'est ça. Je pense qu'on est d'accord pour dire que le feedback en show n'est pas un vrai feedback. C'est un feedback de show à l'écosystème d'un spectacle, puis avec les conditions d'un spectacle. Il est où le feedback le plus vrai? C'est une question avec laquelle j'ai beaucoup de misère parce que j'aurais tendance à dire... Je dirais la rétention. Je pense la rétention et la longévité. Qu'est-ce qui vient... Puis je vais sûrement changer d'idée sur ça dans le futur. Ça va sûrement pas rester pareil. Le hype, c'est fake. Le hype, c'est 100% fake. Si l'album vient de sortir, tu peux pas te fier à ça parce que ça n'a pas mûri encore. Ouais. Je pense que ça, c'est totalement fake. L'opinion des gens autour de toi...
c'est extrêmement... Il y a une connotation en ça. Les gens, ils ont soit ils ont une opinion personnelle, ils connaissent la personne. Tu peux pas te fier à ça. Les gens trop proches de toi, je pense que c'est trop proche. Les fans qui sont les day ones, ils vont un peu tout aimer. Ou en tout cas, les fans hardcore, tu peux pas te fier parce qu'ils vont aimer un peu tout. Ouais. Les fans qui te connaissent personnellement, tu peux pas te fier parce qu'ils te connaissent trop puis ils vont voir... Ça fait comme partie de leur histoire maintenant. Fait qu'ils ils font partie de la patente. Fait que je pense qu'ils sont biaisés de cette manière-là. Tes amis et ta famille, même affaire, sont biaisés d'une certaine manière. Il y a deux trucs. Ce qui survit le temps, puis ton opinion personnelle. Ça veut dire comment toi tu sens par rapport à ton art. Ouais. Avec les deux combinés avec la longévité. Fait que je pense que moi-même, tu peux tomber pour... Moi, ma chanson favorite, c'est ça que j'ai faite hier. C'est toujours la dernière chanson que j'ai faite. Mais il y a des chansons que I really like, puis après, j'haïs. Puis il y a des chansons que j'aime, puis qu'après, mais que j'aime encore, puis que j'aime encore, puis que j'aime encore. Comme laquelle? Patience, je pense que c'est la chanson à laquelle, personnellement, elle a bien vieilli, je trouve. Il y a certains trucs que j'ai dit que, haha, clairement, j'étais un jeune con qui savait pas dans quelle industrie il se lançait. Mais je trouve qu'elle a bien vieilli. J'aime le son encore. Je trouve que je cringe pas à m'écouter. Puis c'est le commentaire que j'ai de beaucoup de gens. Que c'est comme... Ouais. Ça reste bon. C'était bon. C'était pas extrêmement... C'était pas hype, hot bon. C'était juste bon. Est-ce que tu as déjà expliqué en public la vraie histoire de cette chanson-là? Qu'est-ce qui s'est passé, Backtrack? Est-ce que tu veux y aller? Ouais, c'est pas d'accord compliqué. Je pense que on venait de signer avec Universal. Fait que c'était mon premier stint avec les Majors. J'avais une conversation avec Cardinal Official, qui est mon OG, basically, qui est mon mentor, qui est la personne qui était chez Universal Canada at the time, qui est venue me chercher à Montréal. Puis au tout début de notre conversation avec les Majors, c'était vraiment important pour eux de définir c'est qui Zach Zoya, c'est quoi le brand, c'est quoi l'identité, t'es qui, qu'est-ce que tu représentes, c'est quoi tu veux un peu. Puis moi, c'était très tricky comme question, parce que, once again, comme j'ai dit tantôt, j'ai toujours fait de la musique pour faire de la musique. What do you mean, je suis qui, c'est qui Zach Zoya? Zach Zoya, c'est moi. C'est quoi qu'il fait? Il fait de la musique. That's it. Des fois, je suis triste, des fois, je suis content, des fois, je suis hype, des fois, je suis drôle, je suis juste ça. Puis, come to find out, of course, you find out after the fact, mais t'as besoin de comme une raison de pourquoi tu fais tes trucs. J'avais pas encore trouvé cette raison-là. Fait que j'avais une conversation. J'avais une conversation avec Cardi over the phone. Puis je pense à essayer de trouver j'étais qui puis qu'est-ce que je définis. Il m'a juste dit, genre, parle un peu de comment tu te sens. Puis fait que j'ai juste fait un peu un journal entry. C'était comme un comment tu te sens, un flow of the moment. Puis à travers tout ça, j'ai un peu trouvé le meaning de la chanson. Puis c'était aussi un moment où que je savais pas comment ma relation avec le succès allait arriver. Est-ce que ça allait arriver très quick? Ça allait arriver dans longtemps? Je voyais les trucs. Je venais de me faire signer. Je voyais des OGs qui me showaient du love. Fait que... ouais, non, c'est une conversation que j'ai eue avec Cardi qui me disait, at the end of the day, prends ça slow. Ça va prendre du temps, les choses. Genre. Mais explique. Ça, je t'avais dit. C'est quoi qui s'est passé avec le beat? Oh my God! Oh, c'est ça que je voulais que tu dises. Ouais. My bad. Ça, c'est drôle. C'est tellement drôle, vrai. So, Cardi me put in touch avec Boy Wonder, qui est un légendaire producer canadien, qui a pas mal tout ce que vous connaissez de Drake. Ce que tu connais de Drake, ce que tout le monde connaît de Drake, c'est Boy Wonder qui le produce. Un Torontois, légendaire beatmaker. C'est lui qui a fait If It's Too Late. If You're Reading This, It's Too Late. C'est lui qui a tout fait, Drow. Ah, okay. Toutes les beats auxquels tu peux penser, c'est Boy Wonder. Genre, toute la gang, c'est Boy Wonder. À part, genre, 3. Puis, il m'envoie des beats. Là, je suis comme, ah, dope. Je le prends. Je prends le beat. Puis, j'écris the whole thing dessus. J'écris un super... Tout le monde adore la chanson. Tout le monde est vraiment down avec la chanson. Puis là, quand on arrive pour comme la mettre sur l'album, Boy Wonder nous hit up, il est comme... En fait, non, c'est même... Non, c'est le vidéoclip. On a tourné le vidéoclip. On a tourné le clip, ouais. Ouais, qui était comme un gros clip vraiment technique. Ouais, très technique. Très à technique. La minute près. Ouais, à la microseconde. Qu'il fallait genre tout calculer, chaque développements du truc. Puis attends, là, je me trompe-tu d'histoire? C'est comme... On l'a vu online, en tout cas moi...
Qui m'a dit? En fait, ça, je me souviens pas où est l'élément déclencheur, Ouais. mais Boy Wonder, il avait vendu la chanson. Mais en gros, il y a Ouais. quelqu'un il y a quelqu'un qui écoute le nouveau... on a-tu le droit de dire ça? Je sais pas, il parle pas français. Il y a quelqu'un qui écoute le nouveau tape à Kehlani, puis il est comme « Yo, c'est pas ton track, ça? » Là, je suis comme « Yo, c'est mon track, ça! » Fait que là, on hit up Boy Wonder, puis comme de find out que c'est très commun dans le monde des producers, quand t'envoies des beats, tu les envoies à une multitude de gens parce que tu sais jamais qui va le prendre. Fait que le beat pack que j'avais eu, ça s'est ramassé dans les mains de Kehlani. Kehlani a été plus quick à le sortir. Fait que là, la chanson Patience était déjà, pas ma chanson complète, mais l'instru de Patience était déjà sur un tape à Kehlani, je sais même pas encore c'est lequel. Puis le vidéoclip était complètement tourné. Tout est fini. Nous, on avait un clip vraiment cher dans la banque avec ça. Un gros budget. Un énorme budget. Puis Kehlani vient de sortir le track. Fait que là, on fait comme oh, yo, Boy Wonder, what's up? Puis il était vraiment désolé. C'était pas supposé de se passer. Fait que shout out à Boy Wonder parce que on a dot, il a reproduce everything d'une manière qui était fidèle à l'ancienne version, mais qui était un nouveau beat. Ça, c'est quelque chose qui me mindfuck parce que c'est une nouvelle chanson, mais ça a exactement la même structure. Ouais. Qui fait en sorte que tu peux juste la poser Ouais. sur les lyrics, puis sur le vidéoclip, si tout marche. Puis tout marche. Ça veut dire que les gens ne savent pas que le vidéoclip de Patience Ouais. a été tourné Sur avec une autre tune que une Patience. Totale autre version de Patience. Mais hey, Ça marche. Magic worked. Magic worked. Est-ce J'avais que. oublié cette histoire. mais- Ouais, je suis content de l'annoncer publiquement. Parce que c'est quand même très drôle. Est-ce que tu as vu le documentaire que je t'avais recommandé, American Symphony, de John Baptiste, sur Non. Netflix? Non. Fait en gros, sa femme a eu un cancer. Oh, shit. Puis là, c'est tout lui qui performe à Carnegie Hall, qui gagne les Grammys, en même temps que sa blonde, sa conjointe a le cancer. Puis je l'ai écouté en entrevue cette semaine à Tim Ferriss, puis il a dit « Honestly, those cancers were a blessing. Hmm. » Est-ce que pour toi, à ton état mental présentement, tu trouves que la pandémie, tu vois le positif, plus le positif que le négatif? En ce moment, absolument pas. Non, en ce moment, c'est totalement le contraire. Je pense que aussi, je suis dans le monde des arts. Je suis non seulement dans le monde des arts, je suis dans le monde spécifiquement de la performance. J'ai l'impression, je suis pas un économiste, j'ai peut-être tort, mais j'ai l'impression que c'est maintenant qu'on vit les difficultés financières, l'économie. Ça a pris 2 ans que whatever ce qui s'est passé pendant la pandémie se reflète sur la vie quotidienne, le prix des choses, l'argent de poche que les gens ont. Les artistes comme moi, spécifiquement, on thrive dans un monde où que les gens ils ont du disposable income. Que les gens peuvent venir à un show, peuvent encourager l'art, peuvent venir à un show, acheter de la marchandise, dépenser. Ouais. Dépenser pour leisure, vraiment juste de l'argent à perte que tu investis dans le loisir qui est la musique. Moi, c'est ça que je fais. Dans un monde où, maintenant, la musique elle-même ne fait absolument pas d'argent, ce qui est un autre problème séparé, mais ce qui est quand même un problème. Si je peux pas vivre de ma musique, puis que personne a l'argent pour aller voir des shows, consommer de la culture populaire, tu sais, Ouais. on parle pas du fine art, on parle vraiment de la musique populaire et ça rend tout extrêmement dur, puis ça fait en sorte qu'on n'a pas beaucoup d'argent avec lequel deal, ce qui fait en sorte que si you're paid cheap, tu fais du cheap art. Fait que je pense qu'en ce moment, pour tout le monde, puis ça, je le vois à l'intérieur, c'est pas au Québec, c'est pas au Canada, fait que c'est pas une représentation de notre situation. Tu sais, on avait les stimulus, on avait notre, tu sais, PCU. la PCU and everything. Clairement, je suis à Los Angeles depuis 1 an, c'est très similaire là-bas. Est-ce que c'est juste à cause de la pandémie? Je sais pas. Le médias sociaux, le climat, l'infrastructure a changé beaucoup. L'influence des streaming services, le streaming era en général, le fait qu'on s'abonne à tous nos contenus maintenant puis qu'on paye par mois, tout l'infrastructure a changé. Je pense, en ce moment, j'ai l'impression que personne n'a de l'argent pour investir dans ces trucs-là. Ce qui fait en sorte que tout le monde doit être comme vraiment tête avec comment il investit dans l'art. Puis je pense pas que ça fait du bon art. Je pense pas que ça fait du bon art. Genre, on va look back. Je suis pas sûr qu'on va regarder en ce moment comme où est-ce qu'on a fait l'art le plus pur puis le plus... Mais en même temps, post-Deuxième Guerre mondiale, t'as eu Elvis. Tu as eu toute cette musique heureuse. Ouais, mais en ce moment, on n'est pas dans la guerre. Ça, je suis en train de dire. On n'est pas au boom d'après-guerre. Ouais. C'est ça, je veux dire, de comme il y a eu la pandémie, mais pendant la pandémie, ça allait artificiellement bien parce qu'on faisait en sorte que l'économie crash pas et tout. Ouais. Once again, je suis pas un économiste. Ouais. Donc, call me.
Mais je pense que maintenant, c'est la guerre. Dans le sens, c'est maintenant qu'on a des moyens réduits puis qu'on a autant de besoins. Ça coûte plus cher puis on fait moins d'argent. On a moins d'argent à donner dans certains domaines. Donc non, au contraire, c'est comme on est comme retourné à normal, mais clairement, personne n'est dans une situation normale. La situation politique du monde est absolument... Je pense qu'en ce moment, on est en train de faire l'art qui va shake things up. Mais qui va sortir dans 2 ans maintenant. Exact. Fait qu'en ce moment, je pense que c'est la partie très dure, puis je le vois beaucoup de mes amis. Mes amis qui sont millionnaires signés trouvent que c'est de la merde. Mes amis indépendants trouvent que c'est de la merde. Mes amis qui sont indépendants depuis forever trouvent que c'est plus de la merde qu'avant. Ouais. Mes amis qui commencent la musique trouvent que c'est de la merde. Mes amis qui sont sur le bord d'arrêter de faire la musique trouvent que c'est de la merde. Il y a un sentiment de comme c'est pas supposé être comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas que regret, c'est le bon mot, mais je vais utiliser regret. Mon plus grand regret par rapport à ta carrière, c'est 2 semaines après le confinement, tu étais supposé de faire la première partie de Aya Nakamura. Ouais. Puis ça a été vraiment sick, à Ouais. Place Belle. Ouais, Considérant aussi la place qu'elle a pris depuis, tu sais, juste les Olympiques. Tu as vu son clip de elle sur le pont avec l'équipe de la République? Je pense pas, non? Non, oh my God. Ah, mais C'est elle comme j'ai entendu toute parler. habillée en or. Ouais. Pour elle, ce clip, c'est le seul short que j'ai sauvegardé sur YouTube. Oh my God. Puis, laisse-moi dire, j'en sauve des vidéos. Puis c'est comme le seul short que je fais juste réécouter en boucle parce que c'est insane en perspective dans l'histoire de la France, l'histoire du monde. Son succès hallucinant qui est sur un pont devant un magnifique bâtiment à Paris avec les musiciens de comme je sais pas c'est quoi le terme technique là, mais de la République du président Ouais. avec comme des gros ta c'est insane. Non, ça je pense que c'est mon seul regret par rapport à toi par rapport à la pandémie. Ouais. On est quand même beaucoup. Je pense on est énormément. Genre, of course, hindsight is 2020, right? Tu sais jamais comment les choses vont arriver. Je pense que j'aurais travaillé. Non, en fait, ça sert à rien. C'est comme la pandémie a fait des changements drastiques que personne n'aurait pu prédire. Puis ça, on le sait for a fact. Je pense que les maisons de disques ne l'ont pas prévu, les artistes indépendants. Il n'y a personne qui l'a prévu. Je pense qu'il y a personne qui a fait. Qui a bien planifié, autre qu'un peu par erreur. Tu sais jamais comment le monde va changer. Mais non, quand même beaucoup de regrets par rapport à la pandémie parce que c'est un peu comme genre, si seulement en 6 ans j'avais investi dans Bitcoin, mais en ce moment je serais un milliardaire, you know? Fait que c'est one of those. Est-ce que tu penses que les gens ont trop d'attentes envers toi? Non, je pense que je me mets sous. Je pense que moi, j'ai peut-être la tendance à penser que les gens ont trop d'attentes envers moi. Je pense que personne n'a aucune attente. Je pense que personne n'a aucune attente envers personne. Mais tu sais, quand tous les articles, les headlines qui disaient le prochain rappeur qui va maker du Québec, le prochain Drake du Québec. Ouais, 100%. Ouais. Fait qu'ils s'attendent tout le temps à comme the next big track, mais c'est pas nécessairement je pense ça que tu vas aller. Je pense que ça a fait partie beaucoup de ma sortie médiatique, cette espèce d'esprit-là de comme enfant prodige, genre je viens pas d'une place où c'est normal ce que je fais, mais j'arrive dans un monde où c'est la normalité. Fait que oui, effectivement, je pense que c'est beaucoup de pression, mais aussi la pression is alright. Je pense que c'est vraiment des attentes particulières qui viennent qui me dérangent un peu par rapport à dans quelle direction je devrais aller all-in, dans quelle direction ça rend très difficile de faire le bon choix plutôt que si j'avais une page blanche et personne n'avait aucune attente. Ouais. Non, clairement, c'est C'est comme le syndrome du 2e album. Ouais, type thing. Quand t'as pas eu le premier album. Et yo, c'est... Non, c'est intéressant. C'est quand même intéressant. Puis aussi, maintenant que ça fait 1 an que je suis à l'extérieur, puis c'est comme... Toutes ces attentes-là, ils font même pas de sens parce que c'est vraiment juste un truc qui c'est très spécifique au Québec. Ce genre de mentalité-là, c'est comme... Tout ce qui me rendait peut-être très spécial ici, c'est des trucs qui sont comme la norme à l'international ou dans le marché international. With the real dog, c'est comme... C'est la porte d'entrée d'être comme bon à plusieurs trucs, de good looking, capable de parler à la caméra, whatever, ce qu'on peut dire que je faisais bien. Mm-hmm. C'est la porte d'entrée pour être un bon artiste. Puis après, le vrai travail commence. Je pense que oui, beaucoup d'attentes envers moi, ce qui est un peu normal. Je pense que maintenant, je suis à un point que c'est comme... OK, je viens d'une place où c'est pas normal de faire ça, donc, of course, les gens sont comme « OK, check. » J'ai quand même rien fait encore. Genre, en termes de comme... truc d'ampleur, je pense que j'ai un peu le bonheur ou
le luxe de je peux encore faire. J'ai encore un peu une page blanche. C'est ce que je veux dire. Je peux un peu encore aller dans n'importe quelle direction. C'est pourquoi je me suis permis de faire ce tape-là en ce moment. C'est un peu maintenant ou jamais. De comme, je vais sortir cette musique-là, quitte à ce que ça l'aille dans. On est au Québec, je pense que c'est un truc de comme. C'est un truc que jaillit avec passion du Québec. C'est comme. On est un minuscule marché, mais à cause qu'on a un marché fermé, puis ça c'est vrai pour le Canada aussi, à cause qu'on est un marché fermé qui se parle un peu juste à lui-même, on a notre propre cercle de célébrités, on a notre propre bulle de ce qui est important politiquement, ce qui est important médiatiquement, puis on a nos propres superstars que personne d'autre parle à l'étranger. Fait qu'on a vraiment ce sentiment d'importance pour des trucs que, malheureusement, si on parle numbers, si on parle analytics, que dalle. Genre, que dalle. On n'a pas de traction. Genre, mais ça c'est comparé. Genre de dire, d'amener cette comparaison-là, ça vient d'une mentalité américaine. Tu comprends? Non, je suis pas d'accord. Parce que tu compares aux chiffres des artistes américains, non? À l'international. Je sais qu'il y a un Chilien quelque part au Chili qui a 50 millions de monthly listeners, qui est indépendant, qui vit encore chez sa mère. Puis c'est comme, les gens écoutent la musique, donc c'est bon. Nous, on a une société riche, qui peut mettre quand même relativement beaucoup de moyens dans ce qu'on fait, mais pour vraiment pas beaucoup de gens. Ce qui est comme l'opposé. Oublie les États-Unis, là, tout le reste du monde, c'est beaucoup de gens avec pas beaucoup de moyens. L'Afrique, been popping since forever. On n'entend jamais jusqu'à maintenant. Là, c'est nouveau. L'Afrique commence à s'ouvrir, mais les gens pourraient être des superstars au Zimbabwe ou dans leur pays spécifique. Les gens les écoutent. Les îles, c'est le parfait exemple. Les gens en Guadeloupe font des millions de streams. Les gens à Haïti font des millions de streams. République dominicaine, eux, ils ont leurs propres superstars dans leur mini-marché qui font absolument pas d'argent, mais qui font 40 fois plus de views que nous. Mais on a l'impression que notre truc est d'ampleur de par... En fait, je sais pas pourquoi. Mais c'est le dynamisme que tu parles, c'est juste la dynamique d'avoir une nation entre 5 et 10 millions de personnes. C'est comme si tu vas dans n'importe quel autre pays de 5 à 10 millions, à part quelques exceptions. C'est un peu comme tu crées ta propre culture puis tu essaies de te hype parce que c'est ça. Je suis d'accord. Tu vis dans cet écosystème. Puis ça fait du sens. Je pense pas que ça fait pas du sens. Puis on a quand même une culture très, très, très spéciale et très unique et très spécifique. Donc, of course, mais surtout dans la situation dans laquelle moi je me trouve, qui est comme un pied in, un pied out. Je suis très québécois culturellement, mais le genre de musique que je fais est très américanisé et très... et curated pour l'international plus que pour le Québec. Ça, je le sens avec strength, puis ça me sert pas. It doesn't serve me well. J'étais pour dire j'aime pas ça parce que it doesn't serve me. C'est ce que je veux dire. Si il y a beaucoup d'artistes qui vivent très bien ici au Québec de cette industrie-là, qui ont peut-être une opinion différente de ça. Quelque chose qui m'a fait très plaisir au show, c'est que tu as annoncé avec Craig Trace sur scène que vous étiez en train de travailler sur Mistape 2. Yes. C'est un album que énormément de personnes adorent, incluant moi-même, incluant tous mes amis dans le fond. C'est quand qu'on peut s'attendre à ça? Là, on est quand, là, techniquement, sur les réseaux en ce moment? Mettons, ça va sortir, je pense, mars. OK. Sûrement avant la fin de cette année-ci pour être conservateur. Oh shit, 2024? Ouais. Wow, donc là. Moi, je vais le faire là. Ah ouais? Moi, je suis les tracks sont tous finis? Non, ils sont pas commencés. On a 3-4. Mais justement, on va lock in live, là, puis je finis ça avant de retourner excitant. à LA. Ça, c'est très excitant. Ouais. Comment ça va différer de Mistape 1? Je pense qu'on va aller un peu moins mean rap, un peu plus miser sur le R&B. Je veux pas me jinx en ce moment parce que je sais pas. Peut-être que tu sais jamais qu'est-ce qui se passe quand tu crées de la musique. Ça va peut-être prendre une tournure totalement différente. Mais je pense que j'écris beaucoup mieux depuis. Je pense que je chante beaucoup mieux depuis. Je pense que mes arrangements vocaux sont beaucoup mieux depuis. Donc, a lot more, je dirais soulful, pas mal plus, mais prends avec un... Puis à part Mistape 2, vers quoi tu t'enlignes d'un point de vue musical? Je pense qu'il est le temps pour mon album. Faut que on ça fait 6 ans que je t'entends dire ça. Je sais, mais là, pour la première fois, j'ai le pouvoir exécutif de actually le faire, je pense. Sans vraiment opinion extérieure. Plus que jamais. Ouais. Je suis plus vieux, je suis pas avec des majors qui ont comme des horaires conflictuels. Puis je pense que j'ai eu la malheureuse
le malheureux réflexe de comme attendre d'être au very top pour faire mon album. Puis je pense que ça aurait dû être le contraire. Once again, hindsight is 2020. Tu joues pas. Je dis toujours, you play with the cards you're dealt. Fait que t'as ton paquet de cartes. Whatever happens, happens. Je pense que maintenant, peu importe où je suis dans mon parcours, mais il y a juste temps que je mette les points sur les i, puis que je mette j'appellerais ça mon milestone, le Zach Zoya album. Ouais. Juste un peu quelque chose qui va me définir. Puis tu penses musicalement, ça va ressembler à quelle tune que tu as publié dans le passé? Je pense que ça ressemble à Patient. That's it. Bring back the R&B. Ouais. Non, je pense que c'est comme un... Mais tu vois ce qui... J'aime ça organiser une manif dans la rue. Ce qui me gosse, bro? C'est comme... Ici, on m'a appelé rappeur tout ce temps-là. Puis après, je suis allé aux States. Puis les gens, ils m'appellent pop. Puis après, quand je dis aux gens que c'est du pop, quand je montre la musique aux gens en disant que c'est du pop, ils sont comme... That's clearly rap. Puis quand je leur dis que c'est du rap, ils me disent... Fait que je suis un peu... Mais c'est comme les immigrants qui sont tout le temps sur deux fesses. Ouais, c'est ça. Leurs fesses sont sur deux chaises. Puis c'est un peu... Exact. Puis c'est un peu c'est la parfaite représentation de ma vie. Puis ça va au-dessus de la musique. Je suis blanc, je suis noir, je suis keb, mais je suis autre. Parce que je peux pas être keb parce que je suis noir. Je peux pas être keb. Il y a une petite virgule, il y a un but à mon keb, tu sais. Fait que je suis keb, mais je suis pas keb. Je suis anglais, mais je suis pas anglophone. Je suis américain, mais je suis pas américain. Je suis sud-africain, mais je suis pas sud-africain. Fait que je suis comme un enfant de... Puis, of course, tous les Africains, tous les immigrants de la planète peuvent relate à ce que je dis, mais c'est difficile de vraiment bien définir. Je peux pas juste tomber dans ce que je suis. Je peux pas retourner à mes racines. Ouais. Mes racines n'ont jamais vraiment été qui je suis, ou ils ont toujours été qui je suis, mais ils ont toujours été mêlés. Donc, c'est très dur pour moi de vraiment définir un truc spécifique. Outside of music, là, de qu'est-ce que je représente, puis c'est quoi que je suis exactement, you know? Avant qu'on sorte de la musique, Mathilde a une requête pour toi. Ouais. Mathilde a vu que tu fasses un album de tous tes tracks, une playlist de tous tes tracks publiés à ce jour, mais en slow tempo, lullabies pour un enfant. Oh, wow! Comme ça, on peut présenter ta musique à Charlotte. Puis comme ça peut la bercer. C'est juste tout mettre slower. Puis large, tweak. C'est la seule requête que Mathilde voulait que je te partage. OK. Mathilde... un album pour enfants. Imagine le prochain album de Zach, c'est un album pour enfants. Non, pour vrai. Mon manager, il maillerait. Ça, c'est une question que j'ai découvert l'an passé et que j'adore. Quand tu vas mourir, qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de toi? Je pense que... j'ai quand même pensé beaucoup à ma mortalité dans la dernière année. Plus que jamais. Je pense que j'ai hit 25, fait que j'ai eu un quarter life crisis, genre. Ouais. Pour la première fois, je dois penser à comme, OK, je suis officiellement plus le petit jeune. Ouais. Je suis pas vieux, don't get me wrong, parce que tout le monde qui est plus vieux de moi dit, t'es encore jeune. Genre, oui, je comprends, je suis jeune. Je suis officiellement plus jeune-jeune. Fait que j'y pense souvent, puis je pense que c'est extrêmement difficile, puis je suis pas encore capable de le faire. Mais je pense que le plus important pour moi, c'est d'être en paix avec le fait qu'on se souvienne pas de moi. Wow. Ta trace va être sa trace, puis tu vas être oublié à un certain point. Je pense que c'est un espèce de ego death qui est important de tout le monde. De... Prends temps parce que c'est ça qui va arriver. Zach, je sais que t'aimes ça être pessimiste dans la vie, puis je respecte ça, puis c'est bien correct, mais peux-tu comme répondre à la question? mais c'est... OK, non, mais c'est... Non, mais une chose positive pour une fois. Ouais, il faut être positif, là. The world is burning, Drow. Ça va pas bien, je sais, je te le donne. J'ai commencé... Je trouve que d'être remembered, c'est un peu un privilège. Ça me fait un peu cringe d'être comme... Oh mon Dieu, c'est quoi mon... Non, mais c'est pas nécessairement public. Ça peut être tes amis. Ah. Repose ta question, alors. À ta mort, tu voudrais qu'on se souvienne de toi comment? Ou qu'est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de toi? Des bonnes conversations. Des bonnes questions, des bons débats. De comme... Zach c'est pas ça que ton ex dirait. Je suis pas d'accord. Je pense qu'elle dirait que... Non, je pense qu'elle serait super d'accord. Non, je pense que au meilleur ou au pire, je pense que les gens me disent que je veux toujours avoir raison ou que je suis très insightful. Ouais. Ce qui est un peu les deux revers de la même médaille.
qui est d'avoir des bonnes conversations, de challenger les gens autour de moi sur leur opinion. Parce que je pense que dans un monde d'artistes, avec le genre de mentalité que j'ai, je fais souvent ça, d'être un peu la personne qui ramène un peu vers la logique plate des choses un peu. Fait que j'aimerais croire que les gens vont se souvenir de moi comme quelqu'un opinionated, Ouais. avec des opinions fortes qui n'étaient pas un yes man, qui permettait pas aux gens d'aller trop loin dans leur délusion de pensée, puis qui essayaient de les rapprocher de la vérité. Je pense C'est ton que- point, mais t'es flexible. Ouais. Puis d'essayer de challenger tout le monde sur leur vision de la vérité. Vraiment, le mot vérité, je pense qu'il est vraiment important. J'aimerais croire que mes amis vont être comme « Ah, man, Zach, des fois, il te laissait dire des trucs, mais il te challengeait s'il pensait que t'avais pas truly raison sur quelque chose. Bien vu. Bonne réponse, finalement. » Ouais, finalement. T'habites maintenant à Los Angeles. Ouais. Puis tout ce bagage-là, c'est pourquoi je voulais t'inviter aujourd'hui. Mhm. Ça serait mentir de dire que comme ça va super bien. Ouais. Comment ça se passe? En fait, pourquoi ça se passe mal? Je pense pas que ça se... À tes yeux. Je pense que c'est challengeant pour une multitude de raisons. J'ai de la misère à mettre mon doigt dessus. Attends, garde une idée. Parenthèse, t'es déménagé à Los Angeles pour essayer de make it. Pour essayer de développer ta carrière musicale. Ouais. Puis là, continue. J'ai déménagé à LA pour élargir mes horizons à l'extérieur du Québec. Ouais. Ça, c'était en l'automne 2023. Ouais. Je suis pas encore Justin Bieber. Je suis pas arrivé à LA puis je suis devenu trilliardeur. Ce qui est à s'attendre, ce qui est comme arriver à LA 101. LA, c'est une combinaison de big fish in small ponds moving to the big pond. C'est tellement bien dit pour eux. Ouais. Ça, c'est très bien dit. Donc, tout le monde est beau. C'est pourquoi j'ai écrit Rich and Pretty. Allez, écoutez. Tout le monde est beau, tout le monde est bon, tout le monde est on some best behavior. Tout le monde est un big deal dans leur petit village. Ouais. Tout le monde arrive dans la big city with big dreams to make it. Je pense que je suis réaliste enough to know que c'est pas ça le monde qui m'attendait quand j'arrivais à LA. Moi, je suis vraiment allé pour ouvrir des horizons parce que, once again, je pense qu'au Québec, dans le monde avec lequel dans lequel je suis, la longévité va être un problème. Ouais. C'est dur de maintenir de quoi comme moi juste au Québec. Je pense que c'est limite impossible. Comment je sais ça? Parce qu'il n'y a aucune personne comme moi au Québec. Il n'y a aucune personne qui survit dans ce... Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça avant moi. Il y a beaucoup de gens super bons. Il y a beaucoup de Noirs anglophones qui ont fait de la super de bonne musique à Montréal, dont on ne se souvient pas à une énorme envergure parce que ça n'a pas perduré. On peut nommer 3 milliards de raisons pourquoi, mais j'avais la présence d'esprit de savoir que je n'allais pas briser ces règles-là tout d'un coup. Donc, il fallait que je m'exporte, il fallait que j'aille à l'étranger, ce que j'ai toujours voulu faire, mais il y a eu la pandémie, ce qui m'a empêché de le faire. J'arrive à LA, je commence à faire le groundwork, ça prend du temps. Je pense qu'il n'y a personne qui peut arriver dans une nouvelle ville comme ça, puis percer, for lack of a better term, right away. Je pense que j'avais pas l'illusion de faire ça. Ça se passe-tu pas comme je veux? Je sais pas. Je pense que je m'attendais à rien de moins, rien de pire, mais c'est effectivement très challengeant parce que... Mais je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est challengeant parce que l'industrie a changé? Maintenant, il faut faire des TikTok pour être un musicien, ce qui n'est pas la même affaire que ce qu'on a... Toute ma cohorte de musiciens n'avait pas sign up pour faire du contenu sur les réseaux sociaux. Maintenant, on fait ça. Do you want to do it? Do you go full in dedans puis tu fais t'es un créateur de contenu ou est-ce que tu sticks à la musique puis t'es un peu tête de cochon puis tu veux juste faire la musique puis tu fais juste montrer la musique au coût d'engagement en réseaux sociaux, au coût de growth sur les social media? Fait que c'est-tu à cause de la situation économique parce qu'on est 2 ans sortis de la pandémie? C'est parce que je suis nouveau dans un nouveau marché? C'est parce que mon projet il commence à aller différemment après mon stint avec Universal? Est-ce que c'est à cause que l'architecture puis le landscape de l'industrie de la musique a changé? Is it all these reasons? Maybe, maybe not. C'est dur c'est vraiment dur de Mettre le doigt dessus. Mettre le doigt dessus. Puis ça sert à rien de mettre le doigt dessus. Genre, regarde à ce qui marche pas, puis continue forward. Je peux te donner 40 000 excuses sur pourquoi. Hey, si seulement... J'essaye vraiment très fortement de pas tomber dans le comme... Hey, si seulement Ayana Kamri... Tu sais, genre, si on avait seulement fait ce show-là, je serais... C'est inutile. Ça sert à rien. Tout ça, ça sert à rien.
Puis ça me gosse un peu parce que j'ai personnellement, je crois, jamais eu cette prétention-là par rapport à mon propre projet. Je veux que ça aille le plus loin possible. Je veux que ça fasse tout ce que ça a besoin de faire. Je veux juste faire de la musique. Genre, je veux juste faire de la musique. Fait que là, je me trouve dans une situation que c'est comme... Comment est-ce que je continue à faire de la musique d'une manière qui me plaît personnellement? Ça commence par sortir de la musique que t'aimes pas, mais que moi, ça me fait chaud au cœur de faire. Donc, first step. Si tu dirais, c'est quoi l'affaire la plus difficile, présentement? De pas juste pouvoir faire de la musique, puis de reconvaincre tout le monde dans une nouvelle ville. Dans une ville où tout le monde est très non impressionné parce que c'est LA, c'est la mecque de tout le monde qui est beau et bon. De reconvaincre tout le monde, c'est très demandant. Mettons, recommencer à zéro, est-ce que c'est difficile d'un point de vue égo, de comme piler sur ton égo, puis être comme je redeviens personne quand j'étais quelqu'un au Québec, puis j'ai fait Oshaga, puis j'ai fait tout ça? Est-ce que c'est d'un point de vue de l'ego ou c'est quelque chose d'autre? Je pense que ça serait de mentir de dire que c'est pas de l'ego. Je pense que l'ego m'empêche d'aller plus rapidement vers le comme... genre, c'est très dur. C'est dur. C'est comme un... C'est comme une espèce de piège qu'on m'a tendu. C'est vraiment... de se faire... comment tu Supporter. dis? Supporter, mais vraiment propped up comme quelqu'un d'important pour après se faire dire qu'on n'est pas that important. C'est un tricky ego game que c'est comme... C'est ça la musique, en fait. Puis ça, c'est pas juste moi, c'est pour n'importe qui est dans le... Je pense dans une sphère publique. Je pense n'importe qui est un personnage public se fait dire qu'ils sont amazing. T'es normal. Genre, tout le monde est normal, tout le monde reste normal, mais la musique particulièrement, le acting world aussi a tendance à faire ça, l'art en général a tendance à faire ça. Genre, mettre les gens sur un piédestal comme s'ils étaient plus grands que nature fait en sorte que quand tu reviens à la nature, it felt like you went down, comme si tu devais te crash. Fait que clairement, ça, je le vis dans ma vie de tous les jours un peu. Je le vis tout le temps, ça. Genre, je m'en vais à Oshaga, puis on fait un show devant 8000 personnes, puis après, le lendemain matin, je m'en vais à l'épicerie, puis je me fais pas reconnaître. Il y a n'importe qui est dans l'œil public in any type of way doit trouver une manière d'exercer ça d'une manière que tu keep ton ego in check, tu restes humble, mais tu es aussi conscient que ça arrive. Parce que tu te fais reconnaître à l'épicerie. Tu te fais arrêter dans la rue. Tu te fais dire après sur les réseaux sociaux que je t'ai vu en train de faire ça. Fait que c'est impossible de comme pas penser au fait que t'es une personnalité publique ou que t'es dans le public. Mais en même temps, it's not that big of a deal. Genre, you're not that big of a deal. Puis j'en ramène ça au point qu'au Québec, on a ça artificiellement explosé encore plus parce qu'on a des superstars ici qui communiquent pas avec le reste du monde, qui sont vraiment big ici et qui ne sont pas de l'autre côté. Fait que effectivement, c'est un truc avec lequel je dois wrestle tout le temps. Moi, personnellement, je pense que j'avais le privilège de comme savoir que it wasn't that big of a deal. C'était déjà pas that big of a deal. Fait que, est-ce que c'est dur pour moi de vivre ça à LA? Non. Ouais, ça répond-tu à la question? Ouais. Est-ce que tu as fait une rencontre qui est réciproque, que tu sens que c'est réciproque en termes d'émotion, que tu dis, ça, c'est une bonne rencontre, je me vois faire vraiment des bonnes choses avec cette personne-là? Et que tu sens que c'est réciproque, toi, ça, de l'autre personne. Oui. J'ai pas le même esprit que j'avais avant. Je pense que j'ai plus la naïveté arrogante d'être comme yo, toi puis moi, on va faire des grosses choses. Je suis un peu malheureusement teinté par les dernières années in terms of like ma cockiness et humbled. Fait que je suis très hésitant d'aller là avec n'importe qui dans la vie. Maintenant, en général, genre. J'ai rencontré plusieurs gens, des amis très proches à moi à LA que j'ai trouvé de par la scène. Mon coloc, c'est une personne super, super cool. Kyle Dion, qui est un artiste avec qui j'ai quand même travaillé beaucoup, puis c'est mon ami personnel. On vit ensemble, donc je dirais lui. Des photographes avec qui j'ai travaillé. Alex à LA. Excuse. Avec qui j'ai travaillé. Mais je dirais que j'ai un peu un cap sur à quel point je vais là dans ma tête avec les gens de par... Pour vrai, ça n'a même pas rapport avec moi. Je pense que c'est un peu the death of the artist en général. Je vois pas beaucoup d'artistes qui ont la longévité que je
je m'aurais espéré quand j'ai commencé à faire de la musique. Je pense que ce genre d'artiste-là est un peu en train de disparaître dans le monde de la musique en général. Fait qu'au-dessus de moi qui est comme, yo, cette personne, on va faire du great art. J'ai déjà fait du great art. Je pourrais te nommer une liste de gens. Est-ce que c'est comme des projets d'ambition? Je suis très, très pragmatique, très, très pessimistiquement réaliste dans ma vision des choses en ce moment. Est-ce que tu retiens des choses des Québécois comme Nate Hussey ou Kate Trinidad qui sont allés avant toi? Ouais, qu'il y a une raison pourquoi il n'y a pas de superstar québécoise dans le monde anglophone. Au Québec, tu veux dire? Ouais. Ah, pourquoi? Parce qu'on peut pas. On n'a pas le bassin de population pour supporter une superstar off de bouche à oreille. Kate Trinidad, on a plusieurs producers qui peuvent le faire à cette échelle-là, plusieurs gens de l'industrie de la musique qui peuvent aller à cette échelle-là. On est dans une pocket très, très particulière en termes d'être le porte-drapeau vocal, donc être un artiste. Céline Dion, Charlotte. À part de ça, c'est très... Oui, mais OK, excuse-moi. Je pense que je suis biaisé par le fait que je suis dans le monde du hip-hop. Ouais. Fait que le monde du hip-hop est très identitaire. C'est très important de rap d'où tu viens. Je pense qu'il y a une raison pourquoi un artiste comme Nate Hussey, qui est... D'ailleurs, moi, quand je suis arrivé à Montréal, c'est comme les posters. Nate Hussey, c'est comme... The Blueprint. Those are the guys. Faut faire comme ça. OK, clairement, c'est ça qu'il faut faire. Genre. Les gars, ils ont un son. Les gars sont des black young kids from Montreal. Sounds different. Sounds fresh, sounds new. Puis il y a beaucoup de gens qui font des waves. Planet Giza, il y a beaucoup de gens qui font des waves here and there. Personne qui peut aller à l'échelle d'un Kate Trinidad parce que Kate Trinidad parle pas. Puis si tu parles au Québec, t'es soit québécois, donc tu restes au Québec, puis personne d'autre t'écoute, ou t'es anglophone, ce qui fait en sorte que le Québec t'écoute pas, puis que tout le reste peut t'écouter, mais si t'as pas ton patelin derrière toi, mais t'es à un désavantage comparé au gars de North Carolina, que lui, son patelin, il va rock pour lui. Donc, pourquoi Kate Trinidad, il a make it parce qu'il n'a pas parlé? Parce qu'il parle pas. Parle pas, tu disais pas l'entrevue ou juste il s'exprime pas par rapport à ça? Il n'est pas une personnalité publique. Est-ce que tu sais, on le connaît tous personnellement, Keitra. Est-ce que tu sais c'est qui Keitra? Est-ce qu'il y a une image? Non. Keitra, c'est un son. Mais je trouve que c'est le vibe des producteurs, puis c'est le vibe un peu du photographe, tu sais, d'être derrière, puis il y a une raison pour mais c'est pas par manque de talent qu'il n'y a pas des artistes comme moi, comme Nate Hussey, qui le font pas à une envergure aussi grosse que Kate Trinidad. Ouais. Il y a une raison pourquoi Kate Trinidad, il est sur tous les lèvres en ce moment à LA. Ouais. C'est cool de mentionner Kate Trinidad à LA. C'est drôle, ça. C'est insane. Genre, les gens de LA se trouvent tapped in de connaître Kate Trinidad à LA. Ils savent même pas qu'ils viennent de Montréal. Les gens savent même pas que c'est un keb. Est-ce que tu chill avec lui à LA? À LA, non. Ah, je l'ai-tu croisé à LA? J'ai croisé à Montréal depuis, j'ai croisé à Toronto. Ouais. Je chill beaucoup avec Lou Phelps. D'ailleurs, on a de la musique qui s'en vient. Non, je pense que littéralement, le Québec met des bâtons dans les roues de ces artistes à envergure internationale parce que tu peux... malheureusement, la tension linguistique nous... Puis aussi raciale nous met un énorme bâton dans les roues qui fait en sorte que tu peux pas build du momentum off of that. Puis ça, c'est vrai pour le Canada aussi. Il n'y a pas vraiment de... les gens de Toronto diraient la même affaire. Les gens de Vancouver, je sais même pas, mais je sais for a fact que les gens de Toronto ont le même un peu problème. On a de la grosse... On est extrêmement diverses. On est extrêmement culturellement diverses. Je vais parler pour le Québec. Québec, malheureusement, du fait qu'on est tellement... On n'a pas le choix. On est tellement dans une position de défense par rapport à la protection de la langue, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas show du love passionnément à des trucs qui divergent un peu de ce qui est québécois. Ouais. De ce qui est, malheureusement, francophone, c'est la première ligne, right? Mais malheureusement, ce qui en découle, c'est blanc. Ce qui en découle, c'est une diversité. Parce que, malheureusement, si j'ouvre la porte à toute la diversité, puis on en monte de la diversité. C'est mieux qu'en 2020. C'est mieux, puis it's always getting better. I would hope que it's always just gonna get better, mais il y a un cap. Ouais. Il y a un cap, ça, je le sais. On est dans les behind the scenes. Les artistes peuvent pas se faire... On pousse... Je pense pas qu'il y a des gens qui se font cut puis block, mais je pense qu'un malheureux
symptôme puis side effect de la protection de la langue française, c'est Ouais. la protection de l'identité québécoise et la rigidité de qu'est-ce qui comprend un être québécois, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas ouvert, ce qui fait en sorte qu'on peut pas supporter des gens qui sont alternativement québécois. Est-ce que tu vis plus d'actes de racisme au quotidien à Los Angeles ou à Montréal? Envers toi. Je suis à LA, j'ai eu aucun L'incident. aucun incident de nature raciste à Los Angeles. Tu sais, je suis dans le coin de Silver Lake et compagnie. Tu sais, tout le monde est vraiment de gauche, tout le monde est vraiment super open, tout le monde est des artistes. Donc, absolument pas. De loin, par défaut, de loin, beaucoup plus à Montréal, juste de ce clash-là entre la culture québécoise et la culture québécoise autre. Je dirais, je suis très choyé de ne pas en vivre beaucoup à Montréal non plus. Je dirais que malheureusement, c'est plus dans le reste, à l'extérieur des grands centres, que tu le sens plus qu'il y a une séparation. Ouais, moi, ça m'a vraiment choqué quand on est allé faire des shows à Québec, peut-être il y a 2 ans, puis ton band, Eclectic, Ouais, comme littéralement plusieurs fois pendant un séjour de quoi? 1 nuit, 2 nuits, ouais, 3 nuits. Boum, constamment. Au Ouais. deb, par-ci, par-là. ouais. Ça m'a vraiment ouvert les yeux, ce moment-là. Non, très dark. Ouais. Très dark le. Puis, ouais, très dark le. Je trouve que Montréal, je pense, force à croire que le Québec est très, très, très divers et très progressif, Progressif, ouais. tu sais, on top of his shit in terms of like ouverture culturelle, nanana, diversité et tout. C'est absolument pas une bonne représentation du Québec en entier. Ce qui est quand même très triste de mon opinion parce que je retourne en Abitibi, puis je vois beaucoup, il y a beaucoup plus de diversité en Abitibi maintenant que quand moi j'ai grandi, mais je vois pas la situation changer drastiquement avant un long bout. Je pense qu'il va toujours avoir une résistance à le Québec, ben il est francophone puis il est blanc. Je pense que ça va prendre énormément longtemps si ever à changer un peu ça d'une manière où il n'y aura pas de racisme. Genre, C'est quoi les éléments que Montréal t'inspire le plus, puis que Los Angeles t'inspire le plus dans, mettons, ta manière de faire les choses dans la prochaine année? Je vais commencer par LA, la soif de réussite, la soif de connexion, la soif de soif. Le grind. Le grind. Je trouve que tout le monde, les gens reconnaissent la valeur du réseau de contact, les gens reconnaissent la valeur de tu sais jamais qui va faire quoi. Fait que c'est un peu fake, of course, mais aussi c'est très humain d'être comme tout le monde. Les gens savent, les gens à des hauts niveaux puis à des bas niveaux savent que en un vidéo, en un viral thing, en un la situation peut changer. Whoever était le superstar in the room peut être pas la superstar, puis la personne à qui tu parlais pas dans le room va être la next superstar. Tout le monde est très cognizant de that. Tu vas dans un party, tout le monde prend les contacts de tout le monde. Tout le monde est en train de grind. C'est pas magnifique, mais c'est quelque chose qu'on fait pas à Montréal. Montréal, on est très clicky. On est très, si je me sens bien avec ces personnes-là, je vais être juste avec eux, puis je vais parler à personne d'autre. Mais à Montréal, on a la paix d'esprit. Oh my God, genre, la vie est tellement mieux ici. Puis, oublie la musique, juste les valeurs. Je sais pas si c'est canadienne, je sais pas si c'est québécois, ça doit être un mix des deux, mais mon Dieu que la vie est mieux ici. Genre, oh my God, les États-Unis, ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens, genre, c'est rough. Tout le monde, personne n'a d'argent. Il y a 3 personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Personne n'a d'argent. Beaucoup de gens à la rue, les gens peuvent se permettre d'être. Il fait plus chaud, tu sais, moi je suis à LA, donc les gens peuvent se permettre d'être à la rue. Les gens ont beaucoup plus. Genre, service à l'auto, les gens sont bêtes. Oh my God, de comme dire salut, bonjour, merci. Genre, je fuck un peu avec les gens des fois de comme ça va, oui, toi? Ouais? Comment ça va ta journée aujourd'hui? Puis clairement, ça déstabilise les gens que tu leur poses des questions, que tu leur dises merci comme. Donc ça, d'avoir maintenant vécu à l'extérieur du Québec pour plus qu'un an, je pense que le Québec, c'est genre, je vais finir mes jours ici. C'est comme ça va être mon petit coin précieux, que la vie est mieux, la vie est plus calme. Ce qui est comme l'envers de la médaille, de comme quand tu veux beaucoup, beaucoup, ben, t'es prêt à comme un peu fuck over les gens autour de toi. T'as comme un esprit différent, tout au coup de la réussite. Ici, c'est comme, on vit bien, puis on va être correct. On n'en veut pas trop.
On n'en veut pas trop. Fait qu'on n'a pas soif trop, mais on est bien avec nos trucs. Puis ça fait en sorte que quand t'es dans cet environnement-là, ben, tu te sens bien. Un peu comme Will Arcan qui dit, moi, je veux tellement make it que je veux pouvoir être basé au Québec puis que les gens me veulent tellement qu'ils vont juste me shipper partout. Je pense que c'est un peu yo, Will, I'm coming for you, man. Je suis pas comme Will Arcan. Comment tu vis la polarisation de l'intérieur des États-Unis? You know what's funny? Tu le sens pas. Parce que Californie. Tu le sens pas. Of course, je suis dans une ville extrêmement de gauche, dans un état extrêmement de gauche. Donc, je suis dans mon echo chamber. Je suis dans ma bulle très de gauche, très ouverte, très progressiste, très woke, très tout ce que nous, on est déjà d'accord avec. C'est très semblable. Je suis passé d'un monde d'artistes à Montréal qui pensent exactement la même affaire que les artistes, le groupe d'artistes avec qui je suis à LA. Je le vis sur les réseaux sociaux. Puis je pense que ça, c'est un très gros warning sign pour tout le monde. La vraie tension, elle n'existe pas en vraie vie. Cette tension-là n'est pas là en vraie vie. Les gens se battent pas comme ça dans la rue. Il y a des gens d'extrême droite. Mais il y a des tensions. Puis il y a des gens d'extrême gauche. Ces gens-là, ils sont... Il y a des tensions, mais tu les vis pas dans la vraie vie, ces tensions-là. Genre, je pense qu'on a oublié que les réseaux sociaux sont faits pour nous faire interagir, puis on oublie le fait qu'il y a beaucoup de la friction qui est créée par le fait que N'oublions pas, les plateformes de réseaux sociaux font leur argent avec nous qui se battent sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis oui, il y a des vrais débats, puis oui, il y a des... Mais toutes ces conversations-là se passent pas de la même manière en vraie vie, parce qu'en ce moment, c'est comme si l'arbitre il est juste en train de piquer les deux sides. Là. On est les deux dans... Il allume le feu. Il allume le feu. Il fait juste ça. Puis quand le feu, il finit, puis il n'y a plus de flamèche, mais il remet du gaz dessus. Puis c'est comme... On est en train de lose our minds. Puis des fois, il y a des débats qui se passent online qui vont fuiter dans la vraie vie. Ça arrive. Mais d'un humain à un humain, tout le monde se comprend. Religieux, pas religieux, pro-life, pro-choice, Trump, Kamala dans cette situation spécifique. Dans la vraie vie, là, people don't care. Tu penses que ça va être quoi le plus gros changement dans ta vie aux États ou du moins des communautés qu'ils expriment par rapport à Trump qui a été élu il y a 3 jours? J'ose croire que la gauche se pride à être plus... donc, à accepter le vote, à pas penser que c'est une conspiration. Et donc, je pense que la gauche a une tendance à penser qu'ils sont the better side et donc qu'ils vont accepter la défaite d'une manière plus calme. Je pense que si Kamala avait gagné, maintenant, le monde serait en feu. Ben oui. Je pense que quasiment, malheureusement, heureusement, à cause que Trump a gagné, je pense que la gauche va être moins inflammatoire que la droite l'aurait été, ce qui fait en sorte que je pense que rien va changer. I'm not gonna lie. En termes de comme, est-ce que les politiques, est-ce qu'on va changer notre stand sur toutes les guerres? Non. L'empire qui est les Américains, ça a arrêté la même affaire, ça a été de gauche ou de droite. Maintenant, la tension intérieure, je pense, mon bet en ce moment, puis je peux encore retourner aux États-Unis, c'est que ça va absolument rien changer. Moi, qu'est-ce qui me fait chier dans tout ça, c'est comme quelqu'un qui triche dans le cours d'école à un jeu ou à un examen, qui proclame, qui fait des... qui s'exprime et qui revendique qu'il y a des problèmes dans le système électoral puis tout. Puis là, ouais, on a déjà vu des problèmes, on a déjà vu ça. Puis là, ils sont élus, fait que là, ils disent rien. Ça me fait chier qu'un tricheur gagne. Pas un tricheur dans le sens, je crois, en le système électoral, mais tu comprends ce que je veux dire? Mais je pense que, moi, de la manière que je vois ça, c'est beaucoup plus gros que ça. In the sense que je pense que de la gauche, essayer de trop jouer les gens parfaits, c'est comme... Je pense que les gens ont quasiment voté ou encouragé Trump par haine pour la gauche plus que par amour pour Trump. Donc, je pense que c'est un énorme... Excuse-moi. Une énorme alarme de comme un peu la fake political correctness qu'on s'attend de nos politiciens marche pas quand le monde est en feu. Le monde est en feu en ce moment. Les gens recherchaient quelqu'un qui trouve que c'est en feu. Fait que, ouais, it serves Trump in a way que je pense qu'il est pas vrai. Genre, oui, je pense qu'il y a comme cheat, c'est comme... It feels unfair, mais je suis comme... Ça fait... On l'a échappé ben raide à la gauche. Genre, là,
si l'option avait été meilleure, elle aurait été là. On a fuck up continuously. Je dis on parce que de défaut, je suis clairement de gauche, you know? Fait que c'est comme, j'ai l'impression, c'est une espèce de wake-up call, genre. Je pense que c'est comme, c'est pas Trump. C'est pas Trump, c'est... The world is way too big. C'est juste, Trump, c'est un simple... Littéralement, je viens d'avoir cette conversation-là. Trump, c'est un bouton d'acné sur la face de l'empire qui est les États-Unis. De comme, OK, ça commence à chier. Un des symptômes, c'est comme on commence à élire des gens parce que on est comme tellement déjà pas content que c'est comme on cherche l'option facile de comme OK, on va tout brûler, mais genre ils font tellement oui, on fait mal les choses. Lui, il dit bien les choses, genre tu sais. Je le répète souvent auprès de mes proches, puis moi mon problème avec Trump c'est même pas ses politiques. Comme je respecte qu'il y ait des politiques, puis je comprends de vouloir mettre les États-Unis avant toute chose, puis clairement ils voient un peu peut-être la perte de leur pouvoir mondial. Ouais. Puis je comprends, comme c'est en réaction à la globalisation. Puis je respecte que des politiques comme ça. Puis je respecte le fait que tu veuilles pas avoir des migrants illégaux dans ton pays. Ouais. Chose qui est un peu hypocrite de la part du Canada parce que tous nos immigrants sont quasiment légaux. Tout le monde a des papiers ou presque. Mais moi, c'est le fait que c'est le respect de la... C'est pas le non-respect de la vérité. C'est juste... Je comprends pas comment quelqu'un peut mentir autant souvent. Puis moi, c'est ça qui me reste. Même pas le personnage, c'est les mensonges pour eux qui me trigger à un plus haut point. Ouais. C'est vraiment ça mon problème. Non, je suis absolument d'accord. Puis j'ai essayé de rester informé à travers la dernière élection politique. Puis c'est effectivement un énorme point de contention between la gauche et la droite. De comme once again, je pense que je définis la gauche comme the good side parce que le standard est de dire la vérité, comme. Ce qui n'est pas tout le temps vrai. Mais malheureusement, on prétend qu'on dit la vérité. Tandis que j'ai l'impression que Trump n'a même pas ce seuil de qualité-là à atteindre. Ouais. Ce qui fait en sorte qu'il peut dire un peu n'importe quoi. And it sounds better. Parce que l'affaire, c'est que les deux côtés sont au moins misleading. Sont au moins de la déception. Je dis pas que les politiciens mentent pas puis que les démocrates mentent pas. C'est juste, on dirait que c'est tellement assumé dans sa manière de faire, qui est comme, tu sais, les chiffres par-ci, par-là. C'est comme, moi, je vois vraiment ça comme une grosse compagnie que c'est comme, il y avait un super de bon Square CEO qui était juste là, puis qui faisait tout, qui allait à chaque meeting, puis qui disait les bonnes choses, qui avait une bonne face, des belles dents blanches, puis que la compagnie fait quand même faillite. Ben, OK, peut-être que finalement, tu vas prendre le fils du boss qui est un rock'n'roll, qui s'en fout de la compagnie, mais qui est comme, il y a des grosses opinions, puis c'est comme, si on va brûler d'une manière qui, comme, fait du sens. Genre. Dans les points politiques que je veux amener, c'est que moi, je trouve ça fascinant présentement que je dois aimer la sociologie parce que je trouve c'est de la psychologie des sociétés. Ouais. C'est comme comment des gros groupes d'humains pensent ensemble. Je trouve ça insane que plein de leaders qui viennent de passer les quelques dernières années, qui ont eu les conséquences de l'inflation causée par la pandémie, se font tous reprocher les mêmes points. Tu sais, Poilievre, il reproche les mêmes points à Trudeau que Trump à Biden. C'est comme, mais c'est mondial. Genre, l'inflation est mondiale. La crise du logement aussi, tu sais, l'autre bord de la frontière, c'est ce bord-ci. C'est fou que les gens tombent dans ce message-là de blâmer un responsable quand c'est comme l'infrastructure mondiale qui a mené à l'inflation. Ouais. Je pense que ça ramène à un autre problème qui est comme on a une population très informée de surface. Donc, tout le monde peut avoir les headlines de l'information, mais personne fait ses devoirs. Personne est literate en politique. Personne connaît. Les Américains ne savent pas comment le système politique américain marche. On ne sait pas comment le système canadien marche. On ne sait pas comment les géopolitiques... On ne sait pas c'est quoi la game qui est en train de se passer, puis on a une opinion sur ça. Comment la pandémie a été traitée, comment... On est tous informés de surface à coup de 15 secondes de TikTok. Personne lit les sources. Si tu vas regarder les gros documentaires de comme... Peut-être les gens se tapent des YouTube videos de comme 1 heure, c'était un bon. Est-ce que tu vas checker les sources derrière? Personne fait ça. Fait qu'on est tous informés de surface qui nous donnent des opinions très renforcées. Il y a un... There's a term for that. Quand tu penses que tu connais, quand tu connais juste assez pour penser que tu connais. Confirmation bias? Oui, mais non. Il y a un c'est une fallacy, une logical fallacy très spécifique de c'est comme tu connais juste assez pour penser que tu pourrais être lawyer, mais juste pas assez pour
Ouais. savoir que ça, c'est l'erreur number one. Genre, on fait tout ça as a community, puis on se renforce nos comme « Non, moi, j'ai écouté Joe Rogan ou whoever the fuck. » Genre, qui t'a écouté pour renforcer ton point. Fait qu'on est tous très opinionated ouais. de notre manière, très, très basé sur rien. Je vais pas rentrer là-dedans encore, on en parlera dans l'auto après au souper Ouais. tantôt, mais Yuval Noah Harari a sorti un nouveau livre, Nexus. Ouais? Insane. Ouais? Insane. Puis un point super intéressant que j'ai pas réussi, c'est que, les démocraties, avant 1945, moins de la moitié des pays qui existent aujourd'hui existaient. Ouais. C'est-à-dire que la plupart des pays qu'on pense qui sont établis depuis tellement longtemps sont nés après 1945. Deuxième chose, les démocraties, c'est quelque chose qui est permis après l'invention des médias de masse. Ouais. Parce que tu as besoin d'avoir des moyens de communication pour que tout le monde puisse s'informer, échanger, etc. Puis, le point que je veux amener, c'est que les démocraties qu'on appelle des démocraties comme les États-Unis, 19e siècle, même en Europe, en Angleterre, etc., c'était des démocraties, mais seulement comme 7% de la population pouvait voter parce que c'était juste les hommes blancs riches qui pouvaient voter. Ouais. Donc, c'était facile. Son point, c'est que c'était facile d'avoir un consensus quand c'est juste des hommes blancs riches. Ouais. Mais là, vu que tout le monde a un truc à dire, Ouais. c'est beaucoup plus difficile d'avoir un consensus parce que la société est compliquée, puis Ouais. parce qu'il y a plein d'opinions. Bref, je ne vais Ouais. pas rentrer là-dedans. Mais prochain point. Tu viens d'Abitibi. Ouais. L'Abitibi a une grosse scène musicale. Mhm. Proportionnellement insane. Ouais, proportionnellement Ratio insane. C'est disque 7e ciel. Steve Jolin vient à partir de là. Shout-out à Steve. Shout-out à Steve, man. Puis, c'est quoi les trucs cool musicaux culturellement qui se passent en Abitibi? Moi, depuis ma tendre enfance, j'entends le FME à une rue à côté, qui a sûrement formé mes goûts musicaux d'une manière ou d'une autre, d'une manière que je le reconnais même pas. Comme je me rappelle, j'écoutais Radio quand j'étais très jeune parce qu'ils jouaient. Tu sais, j'ai vraiment eu la chance un peu de voir beaucoup d'actes qui étaient at the time émergents passer par Rwanda, littéralement à 2 rues de où j'habite. Fait qu'une festival season à Rwanda goes crazy. Chaque année, il y a Sucon Lumière, il y a le FME, Festival de musique émergente, où il n'y a aucun artiste au Québec qui a fait quelconque bruit qui n'est pas passé par Rwanda à un certain moment de sa carrière. Donc, un énorme centre culturel à l'autre bout du monde, que je sais pas c'est la faute à qui d'ailleurs. Je sais pas c'est qui a réussi Le visionnaire. Là où la visionnaire. Ouais, le ou la visionnaire ou les visionnaires, clairement, qui ont fait en sorte qu'il y a beaucoup de culture qui se passe à Rwanda. Clairement, c'est une ville universitaire aussi au bout du monde. Donc, ça fait un weird clash des gens qui viennent de l'étranger. Qui s'unissent. Qui s'unissent. Puis aussi, un espèce d'éclectique. Genre, oui, on est Keb. On est aussi sur le bord de la frontière, donc peut-être une meilleure ouverture au monde ontarien. Peut-être pas, mais une ouverture à l'anglais un peu. Il y a quand même des anglophones, il y a quand même une bonne communauté anglophone à Rouen. Beaucoup d'immigrants maintenant, de plus que jamais. Ouais, non, un fou centre culturel que j'ai un peu pris pour acquis toute mon enfance. Je pense, hein. Puis le FME, Festival de musique émergente, est-ce que c'est encore leur mission que ce soit de la musique émergente ou c'est rendu seulement un gros festival qu'ils ont aussi des gros headliners? Non, je pense que oui. Je pense qu'ils ont fait une très bonne job de garder leur créneau. Je pense qu'ils sont un peu moins rigides qu'avant, dans le sens que j'ai l'impression qu'il y a des artistes qui sont clairement plus émergents qui peuvent retourner parce qu'il y a quand même une scène locale, il y a quand même les gens de Rwanda, la musique populaire qu'ils écoutent. Je sais que cette année, ils ont fait je pense il y a une tournée, je veux pas dire finale, mais Loud Larry est revenu pour faire un show. Ils sont clairement plus émergents, mais le crowd de Rwanda, c'est souvent des grands fans de hip-hop aussi, Rwanda, donc des grandes stars de la musique québécoise reviennent pour faire des grands trucs. Mais Rose a fait sa tournée un peu, I guess, de coming out médiatique cette année, passé par Rwanda. Rose, R-A-U-Z-E. Ouais, exact. Moi, parce que j'ai fait les photos de presse il y a un mois. Of course you did. Puis chaque fois que j'en parle avec Mathilde... Hey, Joe. Quoi? You're welcome. Quoi? You're welcome. Comment ça, c'est à cause de toi? Ben, je sais pas, à travers... Ben, c'est vrai que c'est à cause de... Ouais, j'avoue que c'est à cause de toi. OK, ben là, c'est plate, mais je voulais pas prendre cookie. Mais en même temps, ils ont les mêmes gérants, la même gérante que Jean-Michel Blais. Fait que je suis passé par là. OK. C'est quoi l'autre festival à Rouen aussi? Sucon Lumière. Ouais. Ça, c'est plus... On a Sean Paul, l'année fait. Charlotte, elle vient here and there. Des énormes artistes viennent à Sucon Lumière. Est-ce que tu comprends pourquoi Rouen a une aussi grosse scène musicale? Je pense que c'est loin, puis c'est quand même gros.
ça a quand même des moyens. C'est la plus grosse ville de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est la plus grosse ville universitaire, ville avec des moyens à cause des mines et compagnie. Donc, un happy milieu de circonstances qui font en sorte que... Je sais pas ce qui a créé le FME. Je pense on en doit beaucoup au FME, on en doit beaucoup à Steve. Ouais. Steve faisait les... j'ai oublié, whatever. Il y avait un... HHQC. Ouais, non, c'est pas HHQC. C'est un autre. Fuck, je l'oublie. Mais Steve, il avait créé un événement hip-hop qui a ramené quand même beaucoup de gens de la scène hip-hop en Abitibi. Je sais que les gens de Bon Sound viennent d'Abitibi aussi. Ah ouais? Je savais pas ça. Moi, un happy mélange de circonstances qui fait en sorte que c'est poppin'. Ben, C'est quoi tes activités préférées à faire en Abitibi à part ça? Quand j'étais jeune, j'haïssais ça comme mourir. Mais maintenant, aller prendre des marches avec ma mère dans les bois. Y a-tu des Quand endroits même hard. spécifiques? Le Mont Je peux croire que je vais name drop des spots d'Abitibi. Aiguebelle, le parc d'Aiguebelle, Montbrun, Canasuta, Montbéliard. Genre, je sais même pas Ta pourquoi mère j'ai serait dit. fière. Marie-Josée serait fière. Non, elle serait pas fière parce que j'en oublie un live qui est sur le bout de ma langue, mais j'oublie, mais désolé, même. Mais sinon, tu vas souvent dans Charlevoix pour faire des marches avec ta mère. En Ouais. fait, on dirait que ta mère, pour te voir, vous allez dans Charlevoix. Ouais, Parce que c'est là que vous vous ressourcez ensemble. ouais. Parce que ta mère a tout le temps été très bonne à faire des voyages, malgré ses multiples enfants, Mhm, de faire des voyages ou des activités un à la fois pour vraiment avoir une connexion. mhm. C'est quoi tes spots préférés que tu vas avec ta mère dans Charlevoix? Mais Charlevoix, c'est bien sûr Baie-Saint-Paul, c'est un peu le centre, le downtown de tout ça. Bro, là, j'oublie les noms, là, mais il y a genre 6 CEPAC. Pour ceux qui savent, CEPAC, tu connais-tu la Société des établissements des Parc Parc. du Québec. Ah, c'est quoi le A? Fuck it. C'est des parcs Ouais. du Québec, genre... As-tu été dans le parc, si j'arrive pas encore, j'ai oublié le nom, mais où est-ce que ça a brûlé? Ça a Derrière tout Malbaie? Ça a tout brûlé. Ou Mais non, des je suis grandes tellement gorges. désolé, je me trompe présentement. Ça fait longtemps que je suis pas allé dans le coin. Derrière Baie-Saint-Paul, le parc, pas des Hautes-Gorges, c'est l'autre. Ouais, Parc La Jacques-Cartier. oui, C'est ouais, ça. de la Jacques-Cartier. Puis que comme t'as des sections du parc qui ont complètement brûlé, Ouais. il y a des destinées. Puis c'est fou de voir l'écosystème maintenant. Mais d'ailleurs, c'est vrai partout au Québec. Là. Ouais. Si tu vas anywhere dans les grandes forêts boréales, ça l'a brûlé à la grande. Parce que je sais pas si c'est beaucoup pire qu'avant. J'oserais croire que oui, là, que ça brûle beaucoup plus qu'avant, mais en même temps, ça brûle toujours. Là. On oublie un peu qu'il y a toujours des énormes. Ouais, feux de c'est ça forêt. l'affaire. J'ai failli faire des photos pour une compagnie qui a des ballons stratosphériques, Ouais. mais avec des caméras de satellite. Ouais. Puis avec l'intelligence artificielle, ils cartographient plein de choses selon différents critères. Uh-huh. Puis le Transport Canada et différentes instances gouvernementales les engagent pour cartographier des feux de forêt. Puis là, il m'avait dit, ah ouais, dans deux mois, ça va shooter tel feu de forêt. Je suis comme, comment vous savez qu'il y a un feu de forêt? C'est comme, ben, il y a tout le temps des feux de forêt, c'est juste, Toujours, ouais. ils sont loin des centres urbains, fait qu'on les éteint pas. Ouais. Ouais. Mais scoop. Mais j'ai eu le go de la Subfeu. C'est vraiment difficile d'aller shoot des feux de forêt au Québec. Ouais. Quand il y avait les gros feux il y a 2 ans, les journalistes n'étaient pas permis. Mhm. Puis j'ai eu le go de la Subfeu d'aller suivre parce que tu as besoin d'avoir ta formation de pompier forestier. Comme il y a un Québécois, Shit. Charles-Frédéric Ouellette, si je me trompe pas, qui a gagné une photo du World Press Photo Uh-huh. d'un pompier forestier. Puis pour faire cette photo-là, il a dû avoir sa formation de pompier forestier. Ok. Puis Attends, tu l'as-tu, toi? non, mais c'est un de mes rêves d'aller shoot les feux. Puis on a trouvé une manière avec l'équipe de pouvoir y aller, superviser, d'aller shoot des feux. Puis ça doit tellement être impressionnant. Once again, drought did it again. Mais ça va être. Ouais, j'ai vraiment. On était supposé de le faire l'été dernier, mais finalement, les feux sont arrivés comme à un mauvais moment dans mon horaire, mettons. Ouais. C'est quand même, Ça donnait pas. ça donnait pas. Parce que j'étais en Europe. Mais. Fait quoi? Fait que c'est Bref. cet été. Ouais. Let's go. C'est juste, c'est tough avec un horaire qui est loadé au quart de bloc, mais d'avoir une flexibilité pour. Puis ça veut dire quoi? Est-ce que tu prends L'hélicoptère, l'hélicoptère? Ouais. Faut vraiment que tu ailles loin, ça côte nord, là, mais ouais, l'hélicoptère. Fait quoi, y a-tu d'autres hikes mémorables dans Charlevoix? Ben oui, il y a comme la... C'est pas la transcanadienne, oh my God. Ma mère va m'ailleurs, mais il y a un chemin qui fait comme toute la côte. Oh! Il y a un énorme chemin qui fait comme la traversée du Canada ou quelque chose du genre qui finit un peu à Baie-Saint-Paul.
Oh my God, c'est le bout de ma langue, mais je vais pas l'avoir. Donc, il y a ça, il y a ce chemin-là qui longe le fleuve, en fait, qui est super beau tout le temps. Il y a tous les CEPAC, c'est tout plein de CEPAC, fait que c'est tout plein de parcs super bien aménagés avec tout ce qu'il y a de beau au Québec, tu les retrouves dans ces coins-là. Tout à cause du météorite. Exact, tout à cause ben, juste la fonte des glaces, c'est Ouais. comme... C'était tout un gros glacier, cette histoire-là, fait que Ouais. ça fait... Le parc des Hautes-Gorges, c'est insane. Ouais, c'est insane. Tu savais qu'ils ont la vallée des glaces? Je pense que ça s'appelle de même. Ouais, Sur la rivière Malbaie, là, dans le parc des Hautes-Gorges. ouais, Puis, à cause de la manière que le vent se comporte, ça lisse la glace. Fait ouais. que ça l'enlève, à moins qu'il y ait comme il y a un 30 cm qui tombe, là, mais ça lisse la glace pour que tu puisses patiner dessus. Fait que tu fais juste patiner sur comme la vallée des glaces. Entre... Il va falloir que tu me donnes les scoops, man. Je pense que plus de scoops sur Charlevoix que moi, là. Allez. C'est quoi ton festival de musique préféré au Québec? Je pense que ce serait le festif. C'est une réponse récurrente. Ouais. Je pense que c'est le parfait milieu de comme... J'adore le FME. Ouais. C'est loin. Ouais. C'est loin. Festif, c'est comme... Ils font un moment de l'année qui est insane. Il fait toujours beau, il fait toujours chaud. Le début des vacances à la construction. Ouais, oui. Oh shit, ouais, true. Super de beaux coins. C'est vraiment villageois vibes, mais ils tournent toute la ville en insane festival. Il y a toujours des artistes super cool. Moi, les 2 années que je l'ai fait, insane vibes. Moi, c'est la direction artistique des scènes que je trouve insane. Les scènes sont tellement uniques et incroyables versus juste une scène, tu sais, genre Solotech montée sur des colonnes de métal. Ouais. J'ai fait dans genre le parking de la maison de quelqu'un à l'année. Non, c'est toujours vraiment cool. Le festif, je pense que c'est dur à battre. Of course, je dirais Oshéaga parce que c'est le gros qu'on a à Montréal. Ouais. C'est toujours cool. Le parc Jean-Drapeau, c'est insane. Et Jean-Drapeau, c'est dur à battre comme spot. On a des artistes de renommée internationale qui viennent chaque année. J'ai vu chaque année, je découvre quelqu'un qui remplit le stage, puis je savais pas qu'il était... Genre, cette année que Chaperone était là, ou en tout cas, cette année, j'ai vu 2 artistes, je savais pas c'était qui, puis c'était des insane qui ont blow up un peu cette année. Ils sont très... Yo, say what you want. Oshéaga, pour leur programmation, je trouve que chaque année, ils dead. Tu sais, c'est qui Noah Kahan? Oui, of course. OK, ouais. Lui, ça, c'est bon insane. exemple. J'étais pas là quand c'est arrivé, mais tu sais, Noah, il vient du Vermont. Ouais. Fait qu'évidemment, c'est le plus gros festival de musique, tu sais, à proximité, peut-être à part New York. Ouais. Puis, tu sais, il était headline cette année. Ouais. Puis il a dit... J'avais sauté à la clôture. Je suis tellement honoré d'être ici parce que tellement souvent j'ai sauté la clôture pour venir ici puis je venais ici chaque été. Imagine pour lui comment c'est fou, il est tellement blow up vite. Les headlines. Pourquoi tu penses qu'il y a un make it constant, qu'il y a tellement d'autres comme auteurs, chanteurs, compositeurs, interprètes comme lui qui jouent de la guitare puis qui ont un peu ce genre de musique folk un peu? Je pense que c'est toujours ça. Whoever que tu vois dans l'œil public, c'est toujours ça la question. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi cette personne-là l'aurait fait? Est-ce qu'il y a vraiment... Personnellement, je crois c'est un happy circumstance. C'est comme, oui, il y a beaucoup de gens qui font ce genre de musique-là. Il était signé au bon moment avec whatever boîte, puis il y a un truc sur TikTok qui a blow up. Lui, je te dis, for a fact, là, il a blow up sur TikTok. C'est des sons qui ont blow up sur TikTok. Mais c'est toujours ça un peu. Je pense que c'est un des réalisations un peu, excuse-moi, rafraîchissantes que j'ai. Regardez, c'est une des réalisations un peu rafraîchissantes que j'ai sur le monde de la musique. Tu choisis jamais ces choses-là. Il n'y a personne qui a le pouvoir de choisir si tu deviens la méga star qui s'en vient ou pas. It happens. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on est... On est-tu 8? Mais 8. Quasiment 9. Genre, on est combien live? Là? Je sais qu'au Canada, on est rendu 40, mais je pense aussi au Québec, on est rendu 9. Ouais. Non, je parlais de milliards sur la planète. Excuse-moi, bad. Mais peu importe, dans l'œil public, là, des stars, là, des gens que tout le monde connaît, bro, il y en a 20, genre. Genre, je pense que c'est misleading à quel point c'est les gens qui sont dans l'œil public, au moins pour maintenant, c'est un ratio que il y a personne qui a le pouvoir de faire ça arriver. Même un Michael Jackson et compagnie, c'est comme, bien sûr, quand tu regardes l'artiste, c'est comme, ça fait 20 ans qu'il tourne, puis il est vraiment bon, puis il est vraiment beau. C'est comme, it always makes sense. Je pense qu'il y a personne qui choisit d'être the next big thing. Puis je pense que c'est quelque chose d'un peu soulageant en tant qu'artiste. C'est comme, just do the best art you can, parce que it's not up to you. It's not up to the big heads. It's up to the culture. The culture will decide what's next. OK. 2 dernières questions. Réponds quand même vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Tu as fait une chanson à Corneille. Mm-hmm. Corneille, je sais qu'il occupe une grande place dans ton cœur.
C'était comment? C'était insane. C'est un peu... Si je me trompe pas, un de tes seuls modèles quand tu étais jeune? ouais, c'est un des seuls qui aurait pu me convaincre à faire de la musique en français parce que comme il y avait lui puis il y avait Karim, rest in peace Karim Ouellet, les deux seuls exemples noirs de musique urbaine francophone que j'ai eu dans ma vie. Donc, un énorme genre full circle moment pour moi d'avoir fait de la musique avec Corneille. Hopefully, il y en a d'autres qui s'en viennent dans le futur. Je sais que Corneille, il est un peu là, il est là, il est dans le mix. So Il est I'm tout le temps happy to see it. relevant. C'est fou comment il a réussi à rester relevant. Ouais, mais il est toutes ces jeune années. aussi, c'est ça qui arrive. C'est comme, yo, les gens, ils blow up tellement jeunes que tu oublies que c'est comme, yo, les gens sont pas vieux, là. Corneille, Mais il est quand pas même vieux. papa, tu sais. Hey, il est papa, mais papa, c'est pas vieux. Fact. Dernière question, en fait. Deux autres questions, my bad, parce que je veux vraiment avoir ton input sur les prochaines choses. Qui t'impressionne beaucoup aujourd'hui dans le monde de la musique? Impressionne, c'est un mot un peu bizarre, mais je trouve que, parce que comme je viens de dire, je trouve que une grosse partie de la musique, tu choisis pas. Tu fais le best que tu peux, puis après, ça l'arrive. Les gens que je trouve vraiment... Victoria Monet. Tu connais pas? Tap in, bro. C'est la sœur de Janelle Monet? Ou... Non, absolument pas. C'est une artiste qui a écrit pour tout le monde de la planète pour Forever, avec D-Mile, un autre producer extrêmement reconnu maintenant, qui a écrit beaucoup pour Ariana Grande puis des trucs comme ça, qui, dans la dernière année, a été nominé, a gagné Grammys l'an passé, puis qui maintenant, c'est le genre d'artiste qui était dans les behind the scenes, dans les coulisses toute sa vie, qui a toujours voulu être un artiste, qui est maintenant une mère, qui elle a pas 40 ans encore, mais comme vieille pour être une pop star, comme, puis elle finalement, les accolades puis les cosigns mainstream qu'elle aurait dû avoir. Donc, son dernier album, Jaguar, je pense, a fait beaucoup de bruit Victoria dans la Monet. Victoria Monet. M-O-N-E-T? M-O-N-E-T, ouais. OK. Donc, un artiste qui était dans l'ombre forever, qui a finalement son moment de shine, puis c'est comme, il y a personne qui le mérite plus qu'une black woman that's been working in the industry forever, qui s'est sûrement fait dire que passé 26 ans, t'étais trop vieille pour faire de la musique, puis en ce moment, elle vient de gagner son premier Grammy à, don't quote me, mais genre 35 ans. Donc, un exemple de comme discipline puis acharnement à la tâche, puis que ça va pay off at some point, Victoria Monet, I would say. OK, dernière question. Le beef entre Drake puis Kendrick, quel pourcentage de toute cette affaire-là, c'était un marketing stunt? Quel pourcentage? You're asking the wrong question parce que the thing is real. Je pense, don't quote me. Je suis dans l'industrie de la musique, j'ai aucune idée. Tous les labels ont que à gagner de ça. Ouais. C'est toujours vrai pour toutes les... Yo, Brad Pitt qui se sépare avec Web, tout ça, là, c'est que du fucking bruit pour beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent. Fait que, est-ce que c'est manufacturé? Absolument pas. La beauté des choses, c'est que le monde est assez complexe puis assez full of real drama pour que les gens n'ont pas besoin de créer du drama pour que le drama arrive. Ouais. C'est très vrai que Drake était dans sa position. C'est très vrai que Kendrick était dans sa position. C'est très vrai qu'ils s'aiment pas beaucoup. Puis, moi, je suis à Universal puis je vois les deux plus gros artistes au monde, les deux plus gros rappeurs au monde beef. Go right ahead! Genre. Fait que 0% de ça est manufacturé, je pense. J'ai peut-être tort. Mais... Une fois que la flamèche est partie, fuel that fire. Fait que genre, toutes les... Puis c'est ça la beauté de comme... Culture does what it does. Culture is more powerful than toutes les labels, de toute l'industrie. You just follow the culture. The culture itself, Drake, ça fait longtemps qu'il est au top. Kendrick, il est comme la mecque de la musique et la représentation culturelle. C'est lui qui a le Saint Graal du hip-hop. C'est lui qui tient la coupe de Tupac. Tu sais, il est le prodigal son of hip-hop qui se bat contre le number one. C'est de la lutte. C'est comme du WWE. C'est bon pour tout le monde. Fait que 0% manufacturé. C'est ça, je pensais dans le trailer de la saison 5. You better. C'est comme la lutte. Drake et Kendrick. And by the way, let me say this. J'adore les deux. J'aurais pas fait de musique sans Drake, j'aurais pas fait de musique sans Kendrick. So, love my goats forever. Zach, merci d'être venu. Non, merci à toi, man. Merci de me réinviter. Premier épisode qu'on enregistre la saison, mais il va être un des derniers à dire. Can't wait, man. Can't wait. Merci pour ta vulnérabilité publique. Je suis content qu'on ait partagé à la planète la vraie histoire de Patience. Yes. Que Boy Wonder, il a juste vendu le track à quelqu'un d'autre. Yo, Boy Wonder, man. Check tes shit, man. Bon, on va souper. Ça va super. Ouais, ciao. Thank you very much.